Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Nouvelle-Calédonie parce que vous le savez peut-être, il va y avoir un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui aura lieu ce dimanche 12 décembre et je voulais expliquer pourquoi en fait il fallait une Nouvelle-Calédonie française. Déjà, il faut revenir un petit peu en arrière pour expliquer, c'est quand même le troisième référendum sur l'appartenance de la Nouvelle-Calédonie à la République française. Il y en avait déjà eu deux avant et les Calédoniens, nos compatriotes, ont voté non. C'était les référendums de 2018 et de 2020. C'est d'autant plus remarquable qu'ils ont voté non alors qu'il y a une position ambiguë du gouvernement sur laquelle je reviendrai. Et alors que le corps électoral est amputé d'environ 18%, c'est 35 000 de nos compatriotes, et on sait très bien que ce sont des gens qui sont très défavorables à l'indépendance, qui sont pour le maintien de la France dans la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est ce dimanche le troisième référendum. C'était les référendums qui étaient prévus à l'époque dans les accords de Nouméa de 1998. On arrive au bout de ce cycle de 3 référendums. Et évidemment, j'espère, et je vais expliquer pourquoi, j'espère que les Calédoniens vont voter non ce dimanche. Il faut déjà se rappeler le premier argument en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, c'est tout d'abord le fait qu'on partage quand même, on a 168 ans d'histoire commune, et ça, ce n'est pas rien, c'est 168 années glorieuses en commun. Quand je parle de gloire, je pense notamment à l'apport de nos compatriotes calédoniens lors de la Grande Guerre. Ils étaient aux côtés, évidemment, nous étions côte à côte dans les tranchées. Il y avait des bataillons Kanak dans les tranchées lors de la Grande Guerre de 14-18. Et il y avait aussi, encore plus connu, le bataillon glorieux, le bataillon du Pacifique, qui s'est engagé, qui était composé de 300 Calédoniens et de 300 Polynésiens. Et ce bataillon glorieux, il s'est illustré notamment, il est parti dans un premier temps en Australie, il a rejoint les forces françaises, notamment en Afrique du Nord. Il s'est illustré lors de la glorieuse bataille de Bir Hakeim. Puis ensuite, lors du débarquement de province, donc c'est un lien en fait sacré qu'il y a entre la France et la Nouvelle-Calédonie, notamment depuis les deux grandes guerres. Et de façon un peu plus légère, mais néanmoins symbolique, on peut penser, si vous aimez le sport, et c'est mon cas, si vous avez regardé par exemple le match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande, il y avait Mauvaka qui a marqué 2 essais, qui a défilé à la fin du match avec le drapeau tricolore, et ça c'est évidemment quelque chose qui est beau, qui est fort, qui est symbolique. Et si vous aimez aussi le foot, ce qui est mon cas, vous vous rappelez très certainement de Christian Carambeu, qui était notamment dans le 11 titulaire de l'équipe de France en 1998 face au Brésil en finale. Et donc tout ceci, ce sont des liens, ce sont une histoire en commun, et c'est quelque chose qui ne peut pas être lâché comme ça du jour au lendemain. Il faut aussi savoir d'ailleurs que la Nouvelle-Calédonie jouit déjà largement d'une grande autonomie et qu'il y a un respect total évidemment de ses cultures, de ses coutumes, et ça c'est très bien, et il faut qu'on continue ainsi. Il y a la partie évidemment aussi de l'indépendance. Qu'est-ce que serait une Nouvelle-Calédonie soi-disant indépendante? Puisque il faut être sérieux, il ne faut pas se leurrer. Une Nouvelle-Calédonie indépendante, ce serait des ressources financières colossales en moins pour la Nouvelle-Calédonie, qui n'aurait pas la capacité notamment d'avoir une armée et de se défendre. Donc un pays qui n'a pas les capacités d'avoir une armée et de se défendre, c'est un pays qui n'est pas réellement indépendant. Et en fait, une Nouvelle-Calédonie qui serait indépendante, ce serait un pays à la merci d'autres puissances. Typiquement, évidemment, on pense tous à l'Australie et à la Chine, alors que, en fait, une France qui serait puissante, une France puissance, même si ce n'est pas le cas sous Emmanuel Macron, on peut le déplorer, et on l'a tous vu, notamment lors de l'affaire calamiteuse des sous-marins. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous retrouverez en description. Une humiliation totale vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Australie, mais une France puissance serait un allié considérable pour la Nouvelle-Calédonie, pour faire respecter ses intérêts dans la région Pacifique. Et en fait, on a des intérêts considérables en commun avec une France puissance, et il faut évidemment se battre pour ça. Je disais tout à l'heure aussi que le gouvernement, malheureusement l'État français, a une position pour le moins ambiguë vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Cette position ambiguë, elle avait commencé sous François Hollande, qui
on peut pas dire qu'il soit beaucoup mouillé dans le cadre du processus pour que la Nouvelle-Calédonie reste en France. Ça a continué sous Emmanuel Macron à un degré encore pire, parce qu'il faut quand même avoir en tête les propos du ministre des Outre-mer, monsieur Lecornu, qui a quand même osé valider le terme de décolonisation en parlant de la Nouvelle-Calédonie en France. Enfin, c'est absolument scandaleux, en fait. Ce monsieur aurait dû démissionner sur le champ. Et non seulement il n'a pas démissionné, mais dans un énième élan de mépris pour nos Outre-mer, il parle maintenant d'autonomie pour la Guadeloupe. Enfin, théoriquement, c'est dans notre constitution, la République est une et indivisible, donc quelqu'un qui a cette attitude comme monsieur Lecornu, c'est un traître, en fait. Comme Emmanuel Macron, ce sont des gens qui sont des traîtres aux intérêts de la France, des traîtres à la France. Et ça, c'est absolument scandaleux, une telle attitude, parce que, en fait, on a l'impression qu'ils veulent se débarrasser de nos Outre-mer. Alors que nos Outre-mer, elles ont besoin de davantage de services publics, c'est un scandale qu'elles soient mises de côté là-dessus, et elles ont besoin d'un avenir et d'une vision commune et de perspectives d'avenir. On a l'impression que, et je reviendrai dessus, une sorte de délire pro-Europe et Union Européenne, mais ils auraient acté comme quoi il faudrait se débarrasser de ces territoires, parce que vous comprenez, ça coûte de l'argent, et puis finalement, il faut, quoi qu'il arrive, il faut mettre le paquet sur l'Union Européenne, et donc il faudrait se débarrasser de ces territoires. Mais c'est une attitude de traître, c'est une attitude scandaleuse. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est une richesse, ces territoires d'outre-mer, une richesse culturelle, mais c'est aussi une richesse au niveau de la zone d'influence et de l'influence finalement de la France. Richelieu disait à juste titre que les larmes de nos souverains ont le goût de la mer qu'ils ont ignorée. Et c'est un scandale en fait que la France ignore la mer. C'est une constante un petit peu historique. On a une histoire de puissance continentale. On a malheureusement trop délaissé la mer. Or, les Outre-mer sont une richesse absolument inestimable pour la France. Il faut savoir que quand vous regardez les classements, c'est soit la France, soit les États-Unis, mais la France, en gros, est la première ou deuxième zone économique exclusive grâce à ces Outre-mer. On parle quand même de 11,5 millions de kilomètres carrés, c'est absolument colossal. C'est d'ailleurs 20 fois plus vaste que le territoire terrestre de la France, et ça c'est une dédicace pour tous les apôtres du renoncement qui vous disent à chaque fois que la France serait trop petite, etc. C'est une vision de renoncement, c'est une vision de collabo, et en fait la France au contraire est une puissance inestimable, notamment une puissance maritime immense, comme le montre sa zone économique exclusive. Et c'est quelque chose qui est ignoré malheureusement, qui est délaissé, qui n'est pas exploité. On peut parler de la France maritime. J'avais fait d'ailleurs une vidéo Super France avec Idriss Aberkan, Pierre-Yves Rougeron là-dessus sur la chaîne d'Idriss. Je vous invite à la voir. Mais ne serait-ce qu'au niveau culturel et au niveau de l'éducation, c'est quelque chose dont on ne vous parle absolument jamais. Moi, ça m'avait sidéré. Quand j'étais au collège, au lycée, en géographie, vous allez faire, c'est très bien d'ailleurs, mais vous allez faire la géographie des États-Unis, vous allez faire la géographie du Japon, de l'Union Européenne. Mais on ne vous parle absolument quasiment jamais de nos Outre-mer et la puissance phénoménale en fait de la zone d'influence de la France qui a une langue et qui a d'ailleurs une langue et des territoires sur les 5 continents du monde, c'est un territoire inestimable. Et au niveau culturel, on vous parle souvent, évidemment, on vous parle des 8 frontières terrestres que nous avons avec le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Mais on ne vous dit jamais en réalité que la plus grande frontière terrestre de la France, ce n'est pas vis-à-vis de l'Espagne, ce n'est pas vis-à-vis de l'Allemagne ou de la Belgique, c'est vis-à-vis du Brésil, puisque la plus grande frontière terrestre est entre la Guyane française et le Brésil. Donc le Brésil est un voisin de la France puissance mondiale, et ça, on ne vous en parle pas. On ne vous dit pas d'ailleurs non plus qu'on n'a pas uniquement 8 voisins, mais on a 30 pays limitrophes grâce à nos Outre-mer, et tout ceci, on ne vous en parle absolument jamais, et je trouve ça tout simplement lamentable. Il y a aussi une puissance d'un point de vue de ressources énergétiques, c'est complètement sous-exploité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de ressources halieutiques, il y a des minerais et autres, notamment des métaux pour les industries d'avenir qu'on trouve dans ces océans et dans cette zone économique exclusive. On ne nous en parle jamais. Il y a à peu près 84% de minerais qui sont dans nos océans, 90% de nos hydrocarbures, et il y a aussi tout un potentiel énergétique dont on ne parle absolument
Jamais. Évidemment, je ne parle pas, il s'agit d'énergie renouvelable, mais je ne parle pas des éoliennes, qui est un truc qui marche très très mal et qui ne vaut pas le coup, mais il y a notamment toute l'énergie hydrolienne, et on pourrait évidemment construire avec nos outre-mer, par exemple, une indépendance énergétique de nos outre-mer en développant l'hydrolien. Bien malheureusement, ce n'est pas fait. Il y a toute la question aussi, quand on parle de nos océans, de nos outre-mer, des câbles sous-marins, tout ce qui est Internet, télévision numérique, téléphonie, tout ceci c'est dans les océans, c'est un enjeu géostratégique absolument majeur. Eh bien on ne va pas laisser le monopole, on ne doit pas laisser le monopole aux États-Unis, et nos outre-mer doivent être un levier fantastique en fait quand on parle de cela. Il y a toute la problématique, et ça c'est sous-exploité, je parlais notamment des services publics, la problématique de la surveillance de notre zone économique exclusive. C'est pas normal qu'on soit aussi sous-équipé. Il faut savoir qu'on a seulement 30 patrouilleurs pour toute cette immense zone économique exclusive. Pour rapporter à une échelle nationale, c'est un petit peu comme si vous aviez 2 voitures de police pour patrouiller dans tout l'Hexagone. C'est ridicule, c'est absolument ridicule. Et il y a seulement 6 patrouilleurs en plus qui sont prévus. Il faudrait évidemment faire beaucoup plus avec plus de patrouilleurs, et pourquoi pas des drones d'ailleurs, pour protéger nos ressources de nos zones économiques exclusives et justement pour éviter ce pillage. Et ça, c'est très malheureux et ce n'est pas fait. Il y a également la question du nickel. Quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, c'est une ressource majeure, ressource là aussi dans les industries d'avenir. Eh bien, on pourrait exploiter bien mieux en partenariat avec la Nouvelle-Calédonie ces ressources-là et ne pas se laisser piller par d'autres nations. Ça, c'est évidemment très important et c'est quelque chose aussi qu'il faut faire. Et quand on parle de la France maritime aussi, même si ce ne sont pas directement nos outre-mer, il n'est pas normal au niveau de la mer, du transport de marchandises, que toutes nos marchandises au niveau de la métropole arrivent à Anvers, à Rotterdam. Il faudrait développer là aussi le port de Marseille, développer le port du Havre. Et quand on parlait de surveillance, il faudrait une base militaire d'envergure en Nouvelle-Calédonie. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Cette puissance et cette France maritime, elle est beaucoup trop sous-estimée, elle est beaucoup trop sous-évaluée. Et on en revient à cette mentalité en fait dont je parlais, de vouloir à tout prix une France européenne, une France de l'Union européenne. On a d'ailleurs l'impression que c'est pour ça qu'ils veulent se débarrasser de nos outre-mer. Sauf que la France, certes, est de par la métropole une puissance européenne. La France a des liens évidemment avec ses voisins et ça continuerait d'ailleurs hors de l'Union européenne. Mais en fait, la France est avant tout une puissance mondiale, je l'ai dit, avec une langue et une présence sur les 5 continents du monde. C'est une richesse fantastique. Et la France, ce n'est pas seulement une puissance européenne, c'est une puissance mondiale. Et d'ailleurs, nos outre-mer donnent une leçon là-dessus, parce que vous le savez peut-être pas, mais nos territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ne sont pas dans l'Union européenne, et n'ont pas l'euro. Elles ont comme monnaie le franc Pacifique, qui sont d'ailleurs des très beaux billets. Et en fait, c'est toute l'absurdité de cette France dite européenne, cette obsession là-dessus. D'ailleurs, j'ai vu, c'est très bien, François-Xavier Bellamy qui a fait un espèce de colloque pour dire que la Nouvelle-Calédonie devrait rester française. Mais il a quand même mis une Nouvelle-Calédonie française et européenne. C'est absurde, la Nouvelle-Calédonie n'est pas européenne sur le plan géographique, elle ne fait même pas partie de l'Union européenne. Et comme ça, c'est une sorte d'obsession de vouloir tout rattacher à l'Union européenne, qui en fait nuit à la puissance et à l'épanouissement de la France. Et donc, comme je l'ai dit, je souhaite évidemment de tout mon cœur, et je souhaite de mes vœux, que nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie votent non à l'indépendance et continuent une relation avec la France. J'espère, et si c'est le cas, que dès le lendemain, nous allons continuer cette belle relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Il faut aller de l'avant après ce cycle de référendum des accords de Nouméa. Il faut rentrer dans un nouveau partenariat pour le 21e siècle, et je pense que la première des choses, c'est de l'inscrire dans le long terme. On ne peut pas s'amuser à faire des référendums tous les ans ou tous les 2 ans sur l'indépendance, il faut que ce soit sur le long terme, et la première chose à faire d'ailleurs, c'est
ce dégel en fait du corps électoral, qui est un scandale démocratique énorme pour les 35 000 de nos compatriotes qui ne peuvent pas voter là-bas, et qu'ils puissent voter aux élections territoriales, ou si dans 30 ou 40 ans il y a un nouveau référendum sur l'indépendance, il faut qu'ils puissent voter, ça me paraît normal. Donc écoutez, comme j'ai dit, je souhaite de tout mon cœur ce non à ce référendum, et que la Nouvelle-Calédonie et la France continuent ensemble, main dans la main. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut, c'est très important pour le référencement. Il faut aussi commenter cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et bien sûr si vous partagez avec nous cette vision de développement et d'une France qui continue avec ses outre-mer, d'une France d'une puissance mondiale. Si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, si vous êtes d'accord avec nous à Génération Frexit, et bien évidemment, je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Vous trouverez là aussi le lien en descriptif, et je vous dis à bientôt.